merci à tous d'être là. C'est un plaisir d'être à Marseille et d'être parmi vous pour parler marketing et growth. Moi, je suis Head of Marketing chez eFounders. eFounders, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un startup studio spécialisé dans le B2B SaaS. Donc, tous les ans, on va monter 4 à 5 nouvelles startups. Moi, j'ai rejoint il y a 3 ans, donc ça fait à peu près proche de 20 startups sur lesquelles j'ai pu bosser. Et du coup, je vais vous partager un peu mon expérience et ce qu'on a pu mettre en place avec eFounders sur ces différents projets-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on lance une nouvelle startup, on adresse un marché qui est différent, avec un persona différent et du coup forcément avec un go-to-market différent. Ce que j'ai essayé de condenser dans cette presse, c'est des choses qui restent valables, peu importe le marché que vous adressez, le persona auquel vous allez essayer de vendre, tant que c'est du B2B. Mais comme on verra, il y a pas mal de trucs qui sont inspirés du B2C, il y a beaucoup de comportements qui se déportent du B2C vers le B2B, donc ça on verra aussi. Voilà. Donc eFounders, pour vous donner quelques chiffres, c'est 23 startups, 1000 employés à travers le monde et 1 milliard de dollars de valorisation. Donc moi, mon job chez eFounders, c'est de faire vraiment la partie 0 à 1 sur chacune de ces nouvelles boîtes qui est montée chez nous. C'est en général sur des cycles qui vont durer de 12 à 18 mois. Et dans ce laps de temps, on va tout faire du recrutement des fondateurs jusqu'à monter l'équipe, construire le MVP et amorcer une phase de commercialisation avec pour but d'aller chercher les 50 à 100 premiers clients payants pour ces différentes solutions. Le but final étant de mener ces projets à l'indépendance et pour ça, ça va passer par une levée de fonds. Et c'est à ce moment-là, à partir du tour de seed, que les boîtes vont devenir des entités pleinement indépendantes d'un point de vue juridique, d'un point de vue opérationnel aussi. Ils ne vont plus avoir recours à mes services en marketing ou aux services des autres membres de mon équipe qui travaillent de manière transverse sur tous les projets. Voilà, petit résumé. Donc, quelques spécificités sur l'activité marketing chez eFounders. Il y en a plusieurs. La première, c'est le fait d'exécuter sur 4 idées en parallèle. C'est pas facile tous les jours. Il y a aussi le deuxième gros point de spécificité qui est de marketer des produits qui, pour certains, n'existent pas encore. J'imagine que pour certains d'entre vous qui sont peut-être créateurs d'entreprise, c'est le cas et c'est un peu ce que tu disais dans ta présentation sur le fait de commercialiser avant d'avoir son produit. Moi, c'est quelque chose que je dois faire tous les jours parce qu'entre le moment où on va commencer à développer le produit et le moment où il est utilisable par un client qui va payer pour, il peut se passer 1 an. Moi, mon travail en marketing, il commence vraiment jour 1 avec les fondateurs sur ces différentes boîtes. Et la troisième spécificité, c'est que moi, je fais vraiment que la partie 0 à 1. C'est pas la partie la plus glamour. Il va falloir se manger plein de portes, faire plein d'échecs. On est des professionnels de l'échec. Mais c'est pas grave parce que au final, quand tu arrives à finalement craquer le truc, moi c'est en général à ce moment-là que mon job avec les boîtes s'arrête et c'est un moment plutôt sympa parce que ça veut dire qu'ils vont pouvoir prendre leur envol, recruter une équipe, lever des fonds et faire plein de trucs cool par la suite. Et donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de prendre 4 challenges que tout marketeur rencontre, peu importe le stade où vous en êtes dans votre boîte et de vous proposer quelques petites recettes à tester à la maison. Donc voilà, le premier challenge, c'est sortir du lot. Qu'est-ce que j'appelle sortir du lot? En fait, aujourd'hui, on compte plus de 10 000 SaaS actifs. Quand on regarde sur certaines catégories, sur des sites de comparaison comme G2Crowd, on se retrouve avec 300 solutions listées sur un seul et même segment de marché. Et donc, ça donne des tableaux comparatifs comme celui-là, où vous êtes acheteur, bon courage. Et si vous êtes éditeur et que vous vous lancez sur un marché comme celui-là, bon courage aussi, parce que pour sortir du lot, il va falloir vraiment faire un truc plus que les autres, ou en tout cas expliquer peut-être les choses un peu différemment. Moi, ma réponse pour sortir de ce syndrome-là, c'est le positionnement.
Trop souvent, ce que je vois sur les boîtes avec lesquelles moi je bosse, c'est le choix de la catégorie dans laquelle on va positionner son produit, c'est pas vu comme un choix, c'est pas vécu comme un choix. C'est quelque chose où on se dit, je suis dans cette catégorie-là un peu par défaut parce que j'ai jamais vraiment réfléchi. Au moment où j'ai eu cette idée, je me suis dit que ça s'appellerait, que ce que je vais proposer, ça s'appelle un live chat, alors qu'en fait, peut-être que dans l'usage que les gens vont en faire, c'est quelque chose de totalement différent. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que n'importe quel produit peut être positionné dans plusieurs marchés différents, et ça va avoir des conséquences hyper importantes sur la trajectoire de votre boîte. Ça veut dire que vous n'allez pas adresser la même clientèle, vous n'allez pas utiliser les mêmes canaux et vous n'allez pas pouvoir, vous allez mettre en avant des différenciateurs qui ne sont pas les mêmes. L'exemple que j'aime bien prendre pour résumer un peu ce que c'est que le positionnement, c'est la voiture Tesla. Vous connaissez tous Tesla? Oui? Ok. Donc une Tesla, pris comme ça, sans contexte, on peut dire que c'est une voiture électrique avec des courbes un peu sport, ou une voiture électrique, une voiture de sport avec un moteur électrique. Et la différence que ça fait de juste changer l'ordre des mots, ça veut dire que dans un cas de figure, vous allez vous adresser à des clients potentiels qui sont intéressés par acheter une Porsche. Vous allez du coup faire de la pub plutôt sur des magazines de sport automobile, et au lieu de vendre 10 000 véhicules par an, vous allez en vendre 500, mais beaucoup plus cher. À l'inverse, si vous êtes plutôt une voiture électrique avec des courbes sport, votre concurrent principal, ça va être la Prius. Vous allez devoir faire des pubs avant le JT de 20h et vous allez vendre beaucoup plus de stock, mais à un prix qui est forcément moins élevé. Donc ça, c'est vrai pour à peu près tout type de produit. Il y a vraiment une seule catégorie il n'y a pas une seule catégorie dans laquelle vous devez rentrer plus qu'une autre. C'est vraiment après une question de choix et de positionnement à définir en amont de votre startup. L'exemple que j'ai pris, ce n'est pas forcément l'exemple qui va être le plus immédiatement traduisible pour vous. C'est notre positionnement à nous en tant que startup studio. Notre baseline, c'est « We build the future of work ». Et concrètement, nous, on a notre contexte de marché qui est la donnée de base, où il y a plusieurs modèles pour l'entrepreneuriat qui sont en train d'émerger. Il y a notre solution spécifique à nous, c'est notre produit en quelque sorte, c'est le modèle de Startup Studio. Et il y a une tendance de fond qui existe sur tous les outils SaaS, qu'est-ce que c'est le futur du travail, qu'est-ce que c'est de réimaginer, réinventer les modes de collaboration dans l'entreprise. Et un positionnement qui est cohérent pour n'importe quel produit, ça va prendre en compte ces trois données-là. C'est le contexte marché pour que vos prospects puissent identifier « Ok, je sais dans quelle case je dois aller ranger ce produit-là en particulier ». C'est quelle est sa spécificité, qu'est-ce qui fait son unicité. Et c'est idéalement pouvoir se raccrocher à une tendance, un mouvement de fond qui existe déjà autour de vous ou sur le marché que vous adressez. Le deuxième challenge que je pense que beaucoup de marketeurs rencontrent, et je pense de plus en plus, c'est ce que j'appelle la loi des CTR pourris. En fait, ce n'est pas moi qui appelle ça comme ça, c'est Andrew Chen. Ça rejoint un peu ce qui avait été dit dans des présentations précédentes, où il se passe un phénomène en ce moment où n'importe quelle boîte qui va faire tourner la planche à billets des VC va avoir le même réflexe. Ils vont prendre l'argent, ils vont faire une stratégie marketing et ensuite ils vont commencer à le dépenser sur les mêmes canaux. Donc ça va être Google Ads, ça va être Facebook Ads, ça va être LinkedIn Ads, ça va être ce que vous voulez Ads. Et ce qui va se passer du coup mécaniquement, c'est que les enchères pour tout le monde vont monter et le taux d'engagement va diminuer puisque tout le monde se fait spammer dans tous les sens. Si on veut dépasser ce cercle un peu vicieux, il va falloir chercher ailleurs sur d'autres canaux que les canaux traditionnels qui sont employés par tout le monde actuellement. Et pour ça, il faut prendre conscience que potentiellement tout est un canal marketing. Un nouveau membre dans votre équipe, si c'est un être humain normalement constitué, c'est 3 réseaux sociaux actifs. Et c'est 3 occasions que vous avez de partager le message de ce que vous faites, votre produit, qui vous êtes, supplémentaire que vous n'aviez pas avant que cette personne rejoigne l'équipe. De la même manière, un client satisfait, c'est quelqu'un qui peut vous ouvrir les portes de son réseau où il va connaître des professionnels qui travaillent dans la même industrie que lui ou qui ont le même métier que lui mais dans d'autres boîtes. Un investisseur qui croit en vous depuis le premier jour, pareil, c'est quelqu'un qui a un carnet d'adresses et il va s'agir de trouver
comment est-ce que je vais réussir à ouvrir les portes de toutes ces opportunités-là qui sont devant vous et qui ne demandent qu'à être prises. Un exemple que j'aime bien prendre pour ça, c'est ce que moi j'appelle le LinkedIn Takeover. C'est un truc qu'on fait systématiquement quand on lance un nouveau produit. Tous les employés de la boîte vont faire une petite vidéo. C'est super simple à faire. Il faut juste dépasser un peu le track initial. Et ça met 3 minutes à enregistrer sa vidéo. On la poste sur LinkedIn, tous le même jour, à la même heure. Et ce qui va se produire derrière, c'est n'importe qui dans votre entourage qui va ouvrir son flux LinkedIn ce jour-là va voir que vous. Il va entendre parler que de votre produit. Là, par exemple, alors on ne voit pas très bien les chiffres, mais on est sur des vidéos qui atteignent 25 000 vues. 25 000 vues, ça peut paraître pas beaucoup, sauf que quand on considère que c'est 3 minutes de travail, que c'est gratuit et que le taux d'engagement est bien meilleur parce que c'est un post qui est natif et pas sponsorisé, bah, le calcul, tout de suite, il fait beaucoup plus sens. Le troisième challenge, je pense que tout marketeur a déjà eu cette objection de la part de son boss ou de son head of sales ou de quelqu'un d'autre dans la boîte, c'est je veux plus de leads et je veux dépenser moins d'argent. Et souvent, quand on fait face à cette objection en tant que marketeur, le premier réflexe qu'on a, c'est de dire « Ok, je vais tout optimiser ». Et ça, c'est super. Du coup, on va prendre plein d'outils, on va lancer plein de tests. Et tout ça est très bien, mais il y a un truc fondamental qui va déterminer la réussite ou non de votre campagne, c'est l'offre. Et ça, je vois beaucoup de marketeurs qui se loupent là-dessus. En fait, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est une offre? C'est qu'est-ce que moi j'ai à y gagner en tant que personne qui va potentiellement répondre à votre campagne? Pourquoi est-ce que je devrais agir maintenant? Donc typiquement, imaginez votre prospect tranquillement installé au coin du feu. Il fait moche dehors, il sait que votre magasin sera également ouvert demain et que la météo sera bien meilleure. Pourquoi est-ce qu'il devrait se lever maintenant de son siège pour sortir et pour aller vous rencontrer? Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous demandez en échange? Être très transparent s'il y a une transaction à avoir. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est passer un call avec quelqu'un de votre équipe? Est-ce que c'est payer? Est-ce que c'est juste pour rendre service? Tout ça, ça devrait être explicité aussi dans votre message. Et dernièrement, il va falloir demander. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est des gens qui ont des tabous sur le fait de demander autour de soi de l'aide ponctuelle sur quelque chose ou un service. Et en fait, toutes ces limites-là, elles n'ont pas lieu d'être. Et ça peut paraître fou, mais une fois qu'on s'enlève ces limites, il y a un tas de possibilités marketing qu'on peut exploiter, juste parce qu'on a décidé de ne pas avoir ce complexe-là, de se dire ah bah je peux pas demander parce que c'est mal vu. Je vais prendre un exemple. Est-ce que certains parmi vous ont un e-book disponible en téléchargement sur votre site? Oui? Non, pas trop? Un peu? Ok. Ce qui va se passer dans la majeure partie des cas quand vous téléchargez un e-book, vous allez rentrer dans une séquence de nurturing, vous allez recevoir du contenu de manière épisodique de la part d'un membre de l'équipe, voire même vous faire rappeler par un SDR ou quelqu'un de l'équipe commerciale. Et c'est une relation qui est très unidirectionnelle. C'est je t'envoie du contenu, je t'envoie du contenu, je t'envoie du contenu. Et je prie pour que tu m'accordes 5 minutes de ton temps pour qu'on puisse discuter et éventuellement voir si je peux t'orienter vers un acte d'achat. Du coup, je me suis posé la question, ok, comment est-ce qu'on ferait pour inverser cette relation-là et faire qu'on ne soit plus dans un truc où moi j'ai l'impression de spammer mon prospect, lui il n'est pas content de la situation non plus parce que son inbox elle dégueule de tous mes mails et il a 30 appels manqués et c'est tous moi. Et du coup, le hack que j'ai trouvé, c'est très simple. Hein, c'est vous prenez votre livre blanc, vous enlevez le dernier chapitre. Les gens qui téléchargent ce livre blanc, une semaine ou deux après le téléchargement, vous les recontactez avec un mail perso. C'est important que ce soit le mail de quelqu'un dans votre boîte, quelqu'un d'humain, pas un bot. Ça peut être automatisé, bien entendu. Et vous lui dites, écoute, ce livre blanc, j'espère que tu as bien aimé le lire. Maintenant, on vient d'ajouter un nouveau chapitre. Si tu veux l'avoir et le lire avant tout le monde, réponds à ce mail. Tu
peux même lui dire utilise les réponses préfaites de Google, moi ça me va très bien. Et qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Moi, je vais lui répondre en lui donnant le dernier chapitre de son livre blanc qu'il a téléchargé. Et du coup, on a inversé un peu la relation, c'est-à-dire que c'est lui qui m'a demandé un service, je lui ai rendu, et maintenant je lui ai demandé l'appareil. Je vais lui dire, OK, maintenant que je t'ai donné ton livre blanc, est-ce que tu aurais 15 minutes à accorder à quelqu'un de mon équipe pour faire une petite démo du produit et voir si ça pourrait être intéressant pour toi? Ça peut paraître infime comme distinction, mais le taux de réponse que vous allez constater sur ce genre d'action où vous faites venir votre prospect à vous et vous arrêtez d'être dans une démarche systématiquement de lui demander son temps, lui demander de vous rendre un service et de renverser cette dynamique-là, ça vaut vraiment la peine de tester. Et le dernier challenge que je vais aborder avec vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est que marketer un produit qui n'existe pas encore? Alors pour ceux qui ont déjà un produit, vous pouvez peut-être vous dire « Ok, c'est pas hyper pertinent pour moi ». Je pense qu'il y a des vérités qui sont vraies pour n'importe quel produit dans ce truc-là que j'appelle le pré-product marketing. Le pré-product marketing, pourquoi en fait est-ce que ça est devenu un besoin hyper important pour les boîtes? Parce qu'il y a une attente qui est super élevée sur les SaaS. Aujourd'hui, un client qui va installer un nouveau SaaS dans son entreprise, il veut qu'il y ait déjà toutes les intégrations qu'il a envie d'avoir, il veut un listing de features complet ISO avec la concurrence, il veut un support, il veut l'installer sur un serveur privatif, je ne sais pas quoi d'autre encore. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que votre équipe de développement, elle va être en train de travailler plus longtemps avant d'arriver à une version finale et sur laquelle ils peuvent passer ça en production et commencer à faire de l'acquisition payante. Le job du marketing, du coup, ça devient de créer cette traction-là avant même que le produit soit sorti. Et ça veut dire créer de l'attente. Pour faire plus simple, s'il n'y a pas de queue devant votre boîte de nuit, c'est probablement que l'ambiance elle est pourrie. Donc, quels sont quelques bons leviers pour faire monter la mayonnaise? Le premier, c'est le secret, enfin le demi-secret. Parce que je pense que vous avez déjà tous remarqué que quelques semaines avant le lancement du nouvel iPhone, les photos sont partout disponibles en ligne. Les gens sont déjà en train de commenter « Ah, je trouve ça nul. Ah, moi, je trouve ça bien. Ah, j'ai hâte de l'avoir. Ah, jamais de la vie, j'achèterai ce truc-là. » Et en fait, ça, c'est juste du marketing. C'est forcément une volonté de leur part de faire commencer à ce qu'il y ait un peu de buzz autour de ce produit-là un mois avant qu'il sorte. Et vous pouvez faire la même chose avec votre produit également. Enfin, le deuxième, c'est l'injustice. Ce qui peut paraître comme un vilain mot, mais je vais m'expliquer rapidement. En fait, nous, on se retrouve très souvent dans des phases où on doit faire une bêta du produit avant qu'il soit mis en accès payant. Et en fait, ce qu'il faut se rentrer dans la tête, c'est que le fait d'onboarder un nouvel utilisateur sur sa bêta, ce n'est pas lui demander un service, c'est lui accorder un privilège. Ça change toute la démarche. Parce que quand vous faites ça et quand vous lui expliquez comme ça, lui, il a l'impression de faire partie des happy few et du coup, il est ravi d'avoir cet accès en avant-première à un produit qui est destiné à transformer son job. Et les gens autour de lui auxquels il va en parler, parce que vous allez lui demander de le poster sur les réseaux sociaux, vont se dire « Mince, pourquoi est-ce que moi je ne suis pas dans le club avec machin qui a le droit de tester cette nouvelle solution avant que moi j'ai pu mettre le nez dedans ?» Et enfin, le dernier tips un peu là-dessus pour faire monter la mayonnaise, c'est jouer sur la durée. Quand vous avez passé 1 an, même 6 mois, à développer un nouveau produit ou une nouvelle feature, et que tout cet effort-là, ça culmine en une journée de lancement, c'est trop court pour en profiter pleinement. Donc nous, ce qu'on fait, c'est on va vraiment étirer ce moment-là du lancement et on va le distribuer sur plusieurs moments phares. On va faire un peu de teasing au démarrage, peut-être onboarder quelques utilisateurs avant tout le monde avec un deal donnant-donnant. Vous avez accès à cette fonctionnalité avant les autres, mais vous allez poster sur vos réseaux des screenshots accompagnés de votre ressenti de ce produit-là, si possible dans Mémo. Et enfin, vous allez arriver au vrai lancement,
Et là, vous aurez vraiment un truc où les gens vont se bousculer à l'entrée parce qu'ils en auront déjà entendu parler depuis 3 semaines et ils n'ont qu'une hâte, c'est de découvrir quel est ce nouveau produit, quelle est cette nouvelle fonctionnalité. Et c'est un levier hyper puissant. En fait, c'est créer de la rareté sur un truc qui, comme le software, est potentiellement infiniment réplicable et c'est pas facile. Donc là, l'exemple que j'ai pris, c'est un exemple sur un produit qu'on est actuellement en train de lancer chez eFounders. Ça s'appelle Folk, c'est un carnet d'adresses collaboratif. Et du coup, comme on est actuellement, on n'a pas une version finale du produit, on est sur un système où vous arrivez sur notre page d'accueil, vous vous inscrivez pour être sur la liste d'attente. Et la dernière étape du flow, c'est celle-ci que vous voyez devant vous. C'est une demande de référal. Et ce qui est marrant avec ce truc-là, c'est que les gens le remplissent. C'est dingue. Et tout ce qu'on a dû leur faire, c'est leur demander le premier point. Et le deuxième point, créer de la rareté. Je ne sais pas si vous voyez tout en haut du formulaire, il y a marqué maximum 3 par personne. Au départ, il n'y avait pas de notion de maximum, il y avait même un petit plus où vous pouviez rajouter des mails à l'infini, ce n'était pas très utilisé. Puis on a dit, OK, on va mettre une limite, maximum 5. Du coup, parmi les gens qui les remplissaient, on arrivait à récolter en moyenne 2,7 mails. Puis on a dit, OK, comment est-ce qu'on fait monter le 2,7 ? Est-ce que je rajoute ou est-ce que j'enlève ? S'il faut créer de la rareté pour avoir plus en échange, on a enlevé. Comme vous voyez, le design, il n'a pas changé, il y a de la place pour 2 emplacements là. Et ça marche mieux. Maintenant, on récolte 2,9 mails pour chaque personne qui va remplir ce formulaire de référal. Ça, c'est des traits fondamentaux, c'est des leviers psychologiques qu'il faut connaître et qu'il faut savoir exploiter sans que ça soit non plus pervers ou que ça soit vu comme étant quelque chose de négatif. C'est juste, si quelque chose est rare, les gens ont plus envie d'en profiter et les gens ont plus envie de faire profiter les gens autour d'eux de la rareté de ce produit. Voilà. C'était ma dernière slide. J'espère que ça vous a apporté de la valeur. Si vous voulez, vous pouvez me suivre sur Twitter, LinkedIn, où je partage régulièrement les résultats des diverses expériences que je mène. Voilà, merci beaucoup.